bonjour à vous toutes et à vous tous. Ce qui est fascinant avec le burn-out, c'est que ça fait 1000 ans que nous changeons régulièrement d'explication sur ce phénomène sans pour autant en faire le tour. Et à chaque époque, nous sommes absolument convaincus d'avoir enfin trouvé la vérité. Alors commençons par le XIe siècle avec l'ascédie monastique. L'acédie, c'est un état d'indifférence ou de dégoût ou d'abattement profond, particulièrement envers les choses spirituelles et les devoirs religieux. Et ironiquement, ce sont les moines les plus fervents qui en souffraient le plus, pas les paresseux, non, non, les plus investis. Et ils finissaient par tomber d'épuisement par excès de dévotion. Alors, l'explication de l'époque, c'était qu'il s'agissait d'une épreuve spirituelle individuelle. En somme, c'est comme si on disait aux moines, mon cher frère, si vous craquez, c'est que votre foi n'est pas assez solide. Et voici le paradoxe exquis de cette époque, c'est que plus de dévotion égale moins de foi. Et déjà, nos ancêtres avaient comment dirais-je, cette élégante capacité à transformer les victimes en coupables. Alors, arrêtons-nous maintenant en 1959 avec Green, parce que c'est un moment historique. C'est par Green qu'apparaît pour la première fois le terme burnt out. Graham Greene, qui est un écrivain anglais, a voyagé en Afrique et là, il a visité une léproserie où les médecins utilisaient l'expression burnt out cases et pour désigner les malades enfin guéris qui n'étaient plus contagieux, mais au prix de la perte de leurs doigts, de leurs orteils. Et cette image saisissante va inspirer son roman qui s'appelle A Burnt Out Case, qui est traduit chez nous en France par La saison des pluies. Et Green développe une vision paradoxale de la guérison par l'épuisement total, une libération par la destruction, exactement comme ces lépreux qui étaient guéris mais mutilés. Et Green va proposer une métaphore troublante mais prophétique sur le phénomène du burn-out et son roman va peut-être se trouver plus tard sur la table de chevet de Freudenberger, dont je vais vous parler maintenant. On arrive en 70 et Freudenberg, qui est un psychiatre new-yorkais et qui s'occupait de toxicomanes, formalise l'épuisement qui l'anime, ainsi que beaucoup de soignants autour de lui. Et il repère que cet épuisement est lié à un surinvestissement dans l'aide à autrui. Et c'est là que le burn-out commence à être associé à une pathologie professionnelle et on entre par la même occasion dans l'ère médicale. Il parle de burn-out car les toxicos dont il s'occupait disaient d'eux-mêmes qu'ils étaient des burn-out, c'est-à-dire des personnes cramées par leur substance, et Freudenberger en a fait un transfert métaphorique selon le principe qu'un soignant égale un patient. Euh, En quelque sorte, les bienveillants sauveurs finissent dans le même état que ceux qu'ils tentent de sauver. Et à partir de cette date, d'ailleurs, la perception du travail devient tout aussi dangereuse que prendre de l'héroïne, et spécialement dans les métiers du soin ou de l'éducation. Alors, on arrive en 1980 avec Christina Maslach, qui est psychologue aux États-Unis à Berkeley et qui va structurer le burn-out en le généralisant aux professionnels de tous les secteurs et donc pas seulement au métier du soin. Et là, on va assister à une démocratisation du phénomène. Et Maslach identifie trois symptômes spécifiques: l'épuisement, du cynisme et également une baisse du sentiment d'efficacité, et elle va attribuer ces symptômes à un dysfonctionnement environnemental. C'est le travail qui a changé et l'épuisement en est la conséquence. Et donc là, après des siècles à expliquer aux
aux épuisés que le problème venait d'un dysfonctionnement chez eux, on découvre que l'environnement pourrait bien y être pour quelque chose. Mais finalement, quel que soit le bout par lequel on tente de trouver les causes du burn-out, le phénomène s'installe de plus en plus sans que l'on parvienne à le maîtriser. Alors, on arrive dans les années 2000, on change de millénaire avec une approche révolutionnaire du phénomène, avec le paradigme systémique stratégique dont Patrick va vous parler juste après moi, euh, par laquelle le burn-out n'est plus vu comme un simple épuisement individuel, mais comme un piège relationnel global. Et ce piège opère à trois niveaux, aussi bien dans le rapport à soi-même que dans le rapport aux autres et au contexte où apparaissent les symptômes, principalement le travail, mais aujourd'hui, la famille est impactée. On parle beaucoup de burn-out parental, par exemple. Et le burn-out fonctionne selon un mécanisme diaboliquement simple. Hein. La personne développe une perception anxieuse de sa situation et face à cette anxiété, elle va adopter des stratégies d'évitement ou de contrôle, mais ces stratégies, loin de résoudre la difficulté perçue, renforce l'anxiété initiale et alors un cercle vicieux va se refermer. Et le burn-out devient alors un processus circulaire auto-entretenu, c'est-à-dire plus la personne tente d'éviter ou de contrôler ce qui la préoccupe, plus elle l'amplifie et ses propres solutions deviennent le problème. Alors prenons un exemple concret. On a Marie qui est une manageuse particulièrement consciencieuse et elle le démontre en s'efforçant de répondre le plus rapidement possible aux emails qu'elle reçoit dans les 30 minutes maximum après leur réception. Le but que Marie poursuit consiste à ne pas décevoir ses interlocuteurs et pour cela, elle répond à leurs sollicitations au plus vite. Alors évidemment, ses interlocuteurs sont habitués à ce qu'elle leur réponde très vite et parfois montrent de l'impatience, ce qui renforce chez elle une injonction implicite qu'elle s'est complètement appropriée, qui est je dois être toujours réactive. Et évidemment, cela impacte son besoin de contrôler chaque délai. Et plus elle contrôle, plus sa perception se rétrécit en ne lui laissant plus d'autre choix que d'agir dans l'urgence. Et donc là, on voit qu'il y a un cercle d'une parfaite cohérence, malheureusement pour elle. Un mari est finalement comme un hamster qui court de plus en plus vite dans sa roue en croyant qu'il finira par atteindre sa destination. Et ça, c'est vraiment l'image parfaite du burn-out. Hein. Plus nous courons, plus la roue tourne vite, mais nous restons au même endroit. Et ce qui rend ce processus particulièrement pernicieux, c'est qu'il commence toujours par une intention positive. Vouloir aider, vouloir réussir, ne pas décevoir. Enfin, il y a plein de motivations différentes et c'est cette noblesse d'intention qui nous, finalement, aveugle sur la toxicité progressive de nos propres stratégies. Alors, jusqu'aux années 2000, on peut dire que la recherche des causes du burn-out suivait vraiment une logique linéaire, avec d'abord la responsabilité de l'individu, puis celle de l'organisation. L'approche systémique va révolutionner cette vision en révélant les limites des approches précédentes. Par exemple, avec Freudenberger dans les années 70, on va chercher à reconnaître et à prévenir le burn-out, mais un paradoxe finit par émerger sous la forme d'une survigilance aux signaux d'épuisement qui crée une anxiété anticipatoire. Donc prenons Marie, elle est sensibilisée au burn-out et transforme chaque fatigue perçue finalement en signal d'alarme, ce qui génère un stress de surveillance qui l'épuise davantage.
Et puis avec Maslach, dans les années 80, avec l'idée de changer l'organisation, mais là encore, un paradoxe surgit. Les solutions de bien-être deviennent de nouvelles normes contraignantes. Par exemple, Thomas, dans son entreprise bienveillante, s'épuise à utiliser la salle de sport et à participer à des ateliers sur le bien-être, ce qui ajoute des obligations à son agenda qui est déjà bien chargé. Et puis, dans les années 90, on voit émerger des approches de plus en plus nombreuses de développement personnel avec l'injonction prenez soin de vous. Mais la guérison devient alors une performance. Et par exemple, on peut avoir Sophie qui transforme ses temps de récupération en projet perfectionniste et elle s'épuise à maîtriser toutes les techniques anti-stress qui sont à sa disposition. La révolution systémique nous permet aujourd'hui d'identifier différents ingrédients du mécanisme. Une part de responsabilité liée aux caractéristiques individuelles, une part liée au fonctionnement organisationnel et aux normes culturelles actuelles et aussi au progrès, on le voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et avec l'approche systémique stratégique, nous dépassons la pensée linéaire. Hein. On considère que les symptômes forment une structure qui va emprisonner l'individu dans une spirale d'épuisement qui échappe à sa conscience qui est par nature linéaire. Alors, on a une mécanique universelle des cercles vicieux qui suit toujours le même schéma. Hein, tout commence par un point de départ, c'est-à-dire une situation stressante associée à une croyance limitante. Et face à cette situation perçue, la personne va développer naturellement une solution, c'est-à-dire un comportement soit d'évitement, soit de contrôle pour gérer cette difficulté perçue. Mais c'est là que le piège se referme parce que cette solution crée un effet rebond qui produit exactement ce que la personne voulait éviter. Et donc, selon une logique finalement d'escalade, la personne fait alors plus de la même chose, ça intensifie sa stratégie du coup défaillante. Et c'est à ce moment que l'épuisement apparaît, que les ressources de la personne s'amenuisent et que les symptômes du burn-out se manifestent. Et cette exploration des cycles d'auto-renforcement qui mènent à l'épuisement professionnel nous révèle trois aspects cruciaux. Un, il s'agit d'un processus progressif et non pas d'un événement soudain. Deux, nos tentatives de solution deviennent pathogènes et paradoxalement, c'est souvent notre intention positive qui devient notre piège. Et le burn-out n'est donc pas une défaillance individuelle, mais vraiment le résultat logique d'une mécanique relationnelle implacable qui implique aussi bien la relation à soi, aux autres et puis plus globalement au contexte social, la plupart du temps le travail avec le fonctionnement culturel, les habitudes culturelles qui sont présentes. Alors, je vais vous présenter six cercles vicieux. Mathéo et Claudette en ont identifié 14. Ils vont les développer tout à l'heure beaucoup plus en détail. Et je vais commencer par vous montrer le fonctionnement du cercle vicieux de l'hypercontrôle. Donc, l'hypercontrôle, c'est-à-dire que plus je contrôle une difficulté, plus j'ai peur que ça m'échappe. Et comme j'ai peur que ça m'échappe, plus ça relance le contrôle. Hein, c'est comme Laurent qui a peur de faire des erreurs et pour traquer l'erreur, fait des vérifications, mais ce sont ces vérifications qui participent à lui faire peur et donc à en rajouter encore plus. On a le cercle de l'autre côté de l'évitement, c'est-à-dire que face à une situation difficile, ça me fait peur et donc plus j'en ai peur, plus j'évite cette situation, mais en évitant évidemment ça stimule ma peur, plus je vais tout faire pour éviter la situation. On a également le cercle du perfectionnisme qui peut se traduire par le fait que
plus je veux que quelque chose soit parfait, une décision, une action, peu importe finalement le motif, plus je vais trouver des défauts, ce qui est assez logique puisque la perfection n'est pas de ce monde. Et plus évidemment je vais trouver des défauts, plus évidemment je vais devoir me mobiliser pour corriger afin que ce soit parfait. Et voilà le cercle vicieux. On a, comme pour Marie, le cercle de l'urgence. Plus je réponds vite, plus on s'attend à ce que je réponde vite, et plus je dois me dépêcher de répondre vite. On a également le cercle du sauveur, c'est-à-dire que plus j'aide les autres, hein, plus je suis orientée vers l'aide aux autres, plus finalement ils peuvent dépendre de moi, et plus ils dépendent de moi, plus je dois les aider, et plus je les aide, évidemment, plus ils dépendent de moi. Et enfin, pour terminer, je voulais parler du cercle de la performance, c'est-à-dire que plus je suis amenée à performer, et que j'y parviens, plus on attend de moi que je performe, et plus évidemment ça me colle la pression, et plus je dois performer à tout prix. Alors, si maintenant on prend Thomas, qui est un manager perfectionniste, eh bien, évidemment, le perfectionnisme, c'est épuisant, donc il finit par être épuisé. Évidemment, dans son état d'épuisement, il a peur de mal faire, donc il va d'autant plus hyper contrôler, et cet hyper contrôle participe à l'épuiser encore plus. Alors, il va éviter des situations, il va commencer à éviter les situations qui le mettent trop à l'épreuve, mais ça va le culpabiliser. Et donc, il va devenir encore plus perfectionniste. Et comme il a pu me le dire, hein, je suis entrée dans une spirale où chaque solution crée un nouveau problème. Et c'est ça l'effet domino des cercles vicieux. Ils finissent par s'enchaîner et se nourrir les uns les autres. Alors, comment c'est repérer ces cercles vicieux avant l'épuisement total? Eh bien, d'abord, il y a des signaux comportementaux, hein. Vous pouvez vous dire, je fais toujours plus de la même chose, ou j'arrive plus à faire autrement, ou plus j'essaie de faire des choses, pire c'est. Puis on a également des signaux qui sont plus d'ordre émotionnel, quand vous vous dites que vous avez l'impression d'être piégé dans une situation, de tourner en rond, ou que vous ressentez une frustration croissante malgré tous vos efforts. Et puis, enfin, il y a des signaux relationnels. Une personne peut se plaindre des autres qui attendent toujours plus d'elle, ou la personne on peut se dire, je ne peux pas décevoir personne, ou si je m'arrête, tout va s'effondrer, ou ils vont se sentir abandonnés. Si vous vous reconnaissez dans ces manifestations-là, c'est que vous êtes peut-être déjà pris dans un ou plusieurs cercles vicieux, et vous devenez en ce sens-là, eh bien, des candidats au burn-out. Alors, comment casser ces cercles? Eh bien, en faisant un 180 degrés face aux habitudes qui sont présentes. Le principe est simple. Si plus de la même chose aggrave le problème, alors faire l'inverse peut le résoudre. Laurent, qui voulait être irréprochable et vérifier chaque document au moins 3 fois, eh bien, on lui a demandé d'inclure une petite imperfection volontaire, rien de méchant. Et cette expérience lui a permis de découvrir que les erreurs pouvaient être des occasions d'apprentissage plutôt que des catastrophes à éviter absolument. Ou alors avec Marie qui voulait être professionnelle et répondait aux mails très rapidement, comme je l'ai déjà précisé. Eh bien, on lui a demandé d'attendre délibérément. On a pu même aller jusqu'à 2 heures avant qu'elle réponde. Et en 6 semaines, ses collègues avaient intégré ce nouveau rythme, et elle a pu découvrir que ses relations étaient devenues à la fois plus sereines, mais surtout constructives. Et puis, on peut parler de Sophie, qui voulait être une bonne enseignante et qui restait après les cours pour rattraper chaque élève en difficulté. Et là, on lui a demandé de choisir consciemment de concentrer ses efforts sur
22 élèves au lieu des 24 qui constituaient sa classe. Et paradoxalement, en acceptant ses limites, elle est devenue plus efficace avec ceux qu'elle accompagnait. Donc l'idée, hein, c'est de reprendre le contrôle en faisant volontairement ce qu'on évite ou en choisissant consciemment de faire moins ou plus lentement ce qui nous épuise. Alors, pour conclure mon propos sur les cercles vicieux qui épuisent, je voudrais dire que le burn-out n'est pas une faiblesse, c'est plutôt une blessure de générosité, hein. C'est le corps, et puis l'âme qui disent: «Stop, tu donnes trop, tu t'oublies trop» et cette blessure a une fonction. Elle nous révèle que nos limites sont aussi précieuses que nos capacités. Quand cette infirmière développe des migraines qui l'empêchent de faire des heures supplémentaires, c'est comme si son corps lui disait tu as le droit de ne pas sauver le monde à toi toute seule. Quand on a ce manager perfectionniste qui ne peut plus tout contrôler, c'est comme si son psychisme lui murmurait l'imperfection aussi a sa beauté. Donc le burn-out, c'est notre humanité qui se rebelle contre l'inhumain, notre sagesse profonde qui refuse que nous devenions des machines à produire. Alors, si nous changions notre regard, et si au lieu de voir le burn-out comme un échec, nous y voyions un signal d'alarme salvateur, un message qui nous dit, tu vaux mieux que ce système qui t'épuise. Tu mérites une relation au monde plus douce, plus respectueuse de tes rythmes, car ceux qui font un burn-out ne sont pas les paresseux de ce monde, ni les plus fragiles. Ce sont ces amoureux. Ils aiment tellement leur métier, leur passion, leur projet, leur entreprise, qu'ils en oublient de s'aimer eux-mêmes. Et le burn-out peut se transformer en sagesse, en capacité nouvelle à dire oui à ce qui nous nourrit et non à ce qui nous épuise. Le burn-out n'est pas une maladie de l'âme, c'est sa façon, ces signaux de nous rappeler que nous en avons une et que cette âme mérite qu'on en prenne soin. Merci de votre attention.